On m'a demandé de vous faire une petite mise au point sur les biosimilaires. Vous savez que maintenant, c'est devenu des médicaments assez incontournables dans les maladies inflammatoires, dans les biothérapies. Et donc, le médicament biosimilaire, on va aller un peu sur la définition. Qu'est-ce que c'est? C'est un médicament qui est issu du vivant et qui est cliniquement équivalent, comparable à un médicament biologique de référence, qui a déjà eu une AMM et dont le brevet est tombé dans le domaine public. Les biomédicaments donc, sont obtenus par un procédé biotechnologique qui implique une source biologique, donc une protéine ou une cellule, c'est un organisme vivant. C'est beaucoup plus complexe et ce n'est pas comparable à un médicament générique, ce n'est pas la même chose. Le générique, c'est une copie d'une formule chimique. Le biosimilaire, c'est une molécule biologique complexe qui est issue d'un organisme vivant, donc qui a une variabilité aussi bien pour le princeps que pour le similaire. Il faut savoir déjà que les médicaments princeps sont des biosimilaires d'eux-mêmes, en fait. Parce que depuis des années, il y a une évolution en permanence, et donc il y a des petites variabilités dans la reproduction des médicaments. C'est un élément à retenir. Alors, les biosimilaires, c'est un processus de fabrication assez complexe et structuré. Vous voyez, là, je vous ai fait la liste. Il faut une similarité sur la structure moléculaire, il faut une conformation dans l'espace précise, il faut une équivalence physico-chimique, une équivalence sur le plan pharmacologique, une activité biologique. Bien sûr, il faut que cette protéine ait une activité biologique. Et elle est testée chez l'animal en termes de toxicité chez le volontaire sain. Et elle nécessite des études de phase 1 et de phase 3 pour démontrer la similarité en termes d'efficacité, de sécurité, d'emploi et sur le plan pharmacologique. Donc on va obtenir une équivalence. Alors comment sont développés ces produits biosimilaires? Eh bien, les fabricants de biosimilaires, ils ont une connaissance quand même assez limitée du produit de référence. On fait de la reverse engineering, c'est-à-dire qu'ils connaissent la protéine, la séquence. On leur a donné parfois des éléments, donc le cDNA, ils connaissent la séquence. C'est une technique à partir de l'ADN recombinant, mais ils n'ont pas forcément tout le processus de fabrication. Ils ne connaissent pas forcément la lignée cellulaire, le milieu dans lequel cela est produit, les réactifs, les conditions de purification, de formulation. Donc, il faut en permanence, quand on construit un biosimilaire, faire des études de caractérisation analytique pour obtenir quelque chose qui soit comparable à la protéine qu'on veut obtenir. Donc ça, c'est un travail assez long et c'est ce qui caractérise les biosimilaires. C'est pour ça que la fabrication, on va le voir, ne se fait pas en un an et ne se fait pas en 5 minutes, c'est un peu complexe. Et donc, il faut obtenir effectivement une molécule, là, vous le reconnaissez, c'est l'adalimumab, il faut obtenir une molécule qui a évidemment une protéine plutôt, excusez-moi, pas une molécule, qui a les mêmes fonctions que le produit princeps avec les récepteurs adéquats, des zones de glycosylation. Voilà, il faut que tout ça fonctionne parfaitement, qu'on ait une équivalence également dans la fonctionnalité. Et donc, vous voyez, le développement d'un biosimilaire, c'est un développement qui est long, qui est multi-étapes, essentiellement comparatif. Il y a une première phase de développement technique où il faut faire un produit, il faut caractériser le produit de référence que je vous disais, développer un produit hautement similaire, faire des études comparatives analytiques in vitro, in vivo, puis des études précliniques, confirmer que ce produit est vraiment similaire, équivalent, et puis faire des études de phase 1 et de phase 3 avant d'arriver aux études après à l'AMM et puis des études de phase 4 éventuellement. Et donc vous voyez que tout ça c'est long, c'est 7 à 8 ans de développement, alors qu'en général pour les génériques, c'est pas du tout la même chose, c'est plutôt 2 ans, c'est plutôt 2 à 3 ans, c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est pas du tout le même procédé, puisqu'on ne fait pas une molécule, on fait une protéine souvent. Alors, vous voyez aussi par rapport aux médicaments du produit de référence, vous voyez que c'est un peu inversé. Quand on regarde le développement d'un produit, un produit de référence, en fait, il a peu d'études in vitro, in vivo de caractérisation, puis il y a des études cliniques de pharmacologie, et puis surtout d'importantes études cliniques pour voir l'efficacité du produit, et puis sa sécurité. Alors qu'à l'inverse, un biosimilaire, lui, une grande partie de son développement, c'est sur ces études in vitro et in vivo, parce qu'il faut caractériser la protéine, il faut qu'elle soit vraiment équivalente au produit princeps. Et puis en fait, les études de phase 3, elles sont minimes, parce qu'on a obtenu cette équivalence. Et donc quand on a obtenu l'équivalence, et on reviendra au terme de ce qu'on appelle l'extrapolation, on n'a pas besoin de faire autant d'études que le produit princeps, puisqu'on sait qu'on a un produit qui est équivalent. C'est ce qui le caractérise. Donc les types d'études qui sont faits pour les biosimilaires
sont pas des essais d'infériorité ou de supériorité qu'on peut voir avec les produits Princeps, mais ce sont des essais en fait d'équivalence, hein, pour démontrer que le produit proposé a un effet similaire au produit de référence. Et ça, ce sont ces études-là qui vont permettre ensuite de donner l'AMM au produit et de dire qu'il est équivalent. Et on arrive au phénomène d'extrapolation. Alors ça, c'est un concept qui nous a un peu, nous, gêné les gastro-entérologues. Cette extrapolation, hein, c'est en fait le fait d'extrapoler les résultats des autres études en disant, voilà, ce médicament est un biosimilaire, et donc du coup, on fait une étude dans une spécialité, on voit que les choses sont identiques, et de ce fait, on donne l'AMM au produit, toutes les AMM qui avaient déjà été données pour le produit Princeps. Ça nous a un peu dérangé. Et donc on s'assure qu'il y a une équivalence à la fois aux médicaments biologiques de référence en termes de qualité, de sécurité, d'efficacité. On fait des études chez l'animal et l'homme pour démontrer qu'il y a une équivalence donc en termes d'efficacité clinique et de tolérance pour ensuite obtenir une AMM. Et on montre que les bénéfices et les risques sont donc équivalents à ceux du médicament biologique de référence. Et donc vous voyez, il faut s'assurer de tout ça, hein, je me répète un petit peu, mais c'est ça l'équivalence, on a les mêmes mécanismes d'action, la même pharmacocinétique et dynamique, les mêmes phénomènes d'immunogénicité, la même efficacité et la même sécurité. Et donc ça, quand même, cette extrapolation au début, ça, on l'a vu avec l'infliximab, puisque ça a été en gastro-entérologie le premier biosimilaire qui est arrivé des biothérapies. Ça nous a un peu dérangé, puisqu'en fait, les études qui avaient été faites, elles étaient uniquement en rhumatologie. Et on nous a dit, voilà, on a montré sur le plan pharmacologique qu'il y avait une équivalence, et donc n'ayez pas d'inquiétude, vous pouvez le faire en gastro, ça sera pareil. Et là, nous, on n'est que des médecins, hein, on n'est pas des pharmaciens, ça nous dérangeait beaucoup. Ça nous dérangeait beaucoup et on a eu du mal à prescrire ces biosimilaires parce qu'on n'avait pas d'études en gastro-entérologie et on n'était pas forcément convaincus que ce phénomène d'extrapolation, c'était une réalité pour nous sur le plan clinique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Norvégiens, pour se rassurer et pousser à la prescription des biosimilaires, l'État norvégien a fait une étude de non-infériorité, un essai de non-infériorité contrôlée randomisée en double aveugle chez les patients qui étaient sous infliximab. Et ils ont inclus donc tous les malades qui avaient de l'infliximab pour des indications confondues à la fois en rhumatologie, en gastro-entérologie et en dermatologie. Et ils ont randomisé les patients en deux groupes. Un groupe qui recevait un biosimilaire et un groupe qui continuait l'infliximab Princeps. Et l'objectif principal de cette étude Northwich était de voir s'il y avait un taux d'aggravation de la maladie à 12 mois. Et on voit qu'il n'y a aucune modification, il n'y a pas de différence que les patients soient sous biosimilaire ou le médicament Princeps. Il n'y a pas de différence également concernant les effets secondaires ou en objectif secondaire, il y avait des équivalences concernant les taux résiduels d'infliximab ou d'anticorps. Donc cette étude a montré que chez des patients qui étaient déjà sous traitement anti-TNF par infliximab, on pouvait faire un switch, on pouvait changer pour un biosimilaire, sans risque. Alors, après, quand on regarde dans la même étude dans le sous-groupe gastro-entérologique, on s'aperçoit là qu'il y a que la substitution de l'infliximab par un biosimilaire, ça n'occasionne pas d'aggravation de la maladie, même si le nombre de patients est un peu faible. En tout cas, cette étude nous a fortement rassurés et nous a amené à prescrire plus facilement des biosimilaires de l'infliximab dans les maladies inflammatoires digestives. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est passé dans la pratique courante. On s'est posé la question également de savoir si dans l'initiation, on pouvait initier un traitement avec un biosimilaire et est-ce qu'il y avait des différences. Et cette étude-là nous a montré également que, vous voyez, il y a deux groupes, un groupe qui fait une induction avec le traitement classique et un groupe avec un traitement biosimilaire. Il n'y a aucune différence à 6 semaines en termes de rémission, de réponse, voilà, dans les deux groupes. Donc, il n'y a pas de différence. C'est ce qu'on appelle l'extrapolation et la bioéquivalence, voilà. Alors, on arrive à la notion d'interchangeabilité. Ce qui est un peu ça, c'est qu'il est possible finalement de changer un médicament biologique par un autre figurant sur la liste des médicaments biosimilaires, ce qui définit donc l'interchangeabilité. Ce n'est pas tout à fait pareil que la substitution, puisque la substitution, elle est décidée par le pharmacien. Là, dans le cas présent, ce sont les médecins qui décident avec le patient de changer, et donc c'est ce concept d'interchangeabilité que l'on peut réaliser avec un biosimilaire, et a priori la substitution pour les biosimilaires ne sera pas accordée aux pharmaciens.
ce qui n'est pas le cas avec les génériques, où les pharmaciens peuvent substituer votre prescription et donner n'importe quel générique. Alors, quel est l'intérêt d'un médicament biosimilaire ? L'intérêt, il est assez simple, c'est l'intérêt, il est économique. On le voit tout de suite, puisque en général, les biosimilaires sont 30% moins chers que les médicaments de référence, et ça représente quand même plusieurs millions de dollars économisés. Les biothérapies aujourd'hui, c'est 25% des budgets du médicament global, donc c'est une progression de plus en plus importante. Et c'est vrai qu'avoir des traitements moins chers, c'est un intérêt en santé publique, parce que ça permet de financer des progrès futurs et surtout de garantir l'accès à l'innovation à tous les patients. Et donc, c'est bien d'avoir quand même des traitements un peu moins chers. Donc, prescrire des biosimilaires, c'est aider à faire des économies de santé et permettre d'accéder à d'autres traitements. L'adalimumab en chiffres, c'est énorme. C'est pour ça qu'il y a un engouement pour toutes les compagnies à faire des biosimilaires. Et vous en avez vu un paquet sortir d'un coup. Pourquoi ? L'adalimumab, c'est... Alors là, je parle du médicament Princeps, c'est 19 milliards de dollars de ventes par an, avec une progression de 15% par an. Ça, c'est des données d'il y a 2 ans, avec 2/3 du marché qui est aux États-Unis. 2/3 du marché de l'adalimumab est aux États-Unis, c'est impressionnant. C'est le chiffre d'affaires le plus important au monde. En Europe, ça représente 4 milliards, et la France représente un petit chiffre, à peu près en 2016, 500 millions. Donc vous voyez que c'est quand même, il y a un enjeu économique important pour l'industrie. Et actuellement, c'est plutôt une bataille, je dirais, sur le terrain européen, parce que le brevet de l'adalimumab est protégé aux États-Unis et est bloqué jusqu'en 2023. Donc pour l'instant, la bataille se fait sur le terrain de l'Europe. Alors, il y a des facteurs limitants à la prescription d'un biosimilaire, on l'a évoqué. Il y a les médecins et les patients. Les médecins, ils étaient un peu bloqués parce qu'il y avait cette histoire d'extrapolation qui nous bloquait. On s'est un peu amélioré et vous voyez quand même que, là je vous montre les diapositives, vous voyez ici l'infliximab, vous voyez la pénétration des biosimilaires. Il a fallu quand même attendre pratiquement 5 ans pour arriver à un chiffre de 71% de prescription de biosimilaires. On essaie de tendre vers les 80%, mais vous voyez que ça se fait quand même assez doucement. Pour ce qui est de l'étanercept, vous voyez que la progression est assez faible. Pour l'adalimumab, le démarrage est pas mal, même si certains labos sont inquiets, c'est pas mal pour un sous-cutané. Et vous voyez qu'il y a une pénétration globale là, actuellement qui est à peu près de 17%, avec une prescription qui est un peu plus importante à l'hôpital qu'en ville. On voit qu'en ville, on a du mal à changer nos habitudes, un peu plus. Je crois que voilà, il va falloir qu'on se force un peu à prescrire des biosimilaires. Un peu plus. Mais ça va se faire progressivement. Alors, il y a une incitation pour les médecins. Pour ceux qui ont eu la chance d'être dans l'expérimentation de l'article 51, il n'y en avait pas beaucoup dans les libéraux parce que c'était essentiellement des hôpitaux. Ils ont une aide d'environ, il y a une aide entre l'écart de prix du biologique de référence et le biosimilaire. Il y a 30% qui est versé cette différence au service hospitalier. Et pour les autres qui ne sont pas dans l'article 51, si vous avez signé une CAQES avec votre établissement, si votre établissement a signé un CAQES, il y a 20% qui est de l'écart de prix entre le biologique de référence et le biosimilaire qui est versé à l'établissement prescripteur. Donc vous pouvez récupérer un peu d'argent. Et c'est à voir parce que ce n'est pas inintéressant. Et l'établissement, en général, ne vous le dit pas toujours. Donc, c'est quand même à négocier avec vos directeurs. Si vous avez des envies après de faire certains projets, je crois qu'il faut le mettre dans le deal. Donc, voilà, si vous prescrivez des biosimilaires, il y a quand même, pour l'instant, une incitation financière qui est intéressante. Il y a des facteurs limitants qui viennent aussi du patient. Et vous savez que vous connaissez l'effet placebo, mais il y a aussi l'effet nocebo, c'est-à-dire qu'effectivement, certaines prescriptions peuvent avoir un effet négatif parce que les patients ont une perception négative de ces médicaments et les biosimilaires sont quand même assez soumis, comme les génériques, à cet effet nocebo. Et donc, c'est important de rassurer les patients. Et vous voyez que cet effet-là, il dépend bien sûr du contexte du patient, de son vécu de la maladie, de sa relation entre le médecin et le malade, de son autosuggestion, de ce qu'il peut lire dans les médias. Et donc, c'est important de le rassurer si vous ne voulez pas majorer parfois cet effet nocebo qui est associé quand même à ce type de médicament de façon générale dans la population. Ils ont toujours l'impression que ça va être un médicament qui est moins bon et vous voyez que toutes les études d'équivalence vous montrent qu'il n'y a pas de souci a priori. Alors comment prescrire un biosimilaire ?
C'est assez facile, hein. C'est comme le princeps. Seul le médecin autorisé à prescrire le médicament biologique de référence peut prescrire le médicament biosimilaire tout au long du parcours du patient. Donc c'est vous, c'est pas le pharmacien. Comme toute prescription, il convient de le prescrire en cas d'une décision partagée, ça c'est important, entre le médecin et le patient. Et elle doit respecter des règles habituelles de bonne prescription que sont l'information du patient, il faut l'informer, la surveillance clinique appropriée lors du traitement, et il faut une traçabilité du médicament prescrit dans le dossier médical du patient. Il faut en tout cas le noter. Le médecin en charge du suivi peut proposer tout au long du parcours du patient de changer de médicament biologique par un autre figurant sur la liste des médicaments biosimilaires. C'est ce qu'on appelle, ce que je vous évoquais tout à l'heure, l'interchangeabilité. Pour conclure, donc un médicament biosimilaire, c'est un médicament qui, comme tout médicament biologique, est produit à partir d'une cellule, d'un organisme vivant, hein, vous l'avez vu, ou dérivé de celui-ci. Son efficacité et ses effets indésirables sont équivalents à ceux de son médicament biologique de référence. Son AMM répond à des exigences réglementaires afin de démontrer que sa qualité pharmaceutique, son efficacité et ses effets indésirables sont cliniquement équivalents à ceux du médicament biologique de référence. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas eu trop de soucis avec l'expérience qu'on a avec l'infliximab. Et donc, on aura, je pense, la même expérience avec l'adalimumab. On peut être rassuré. Et il est possible de changer le médicament biologique par un autre figurant sur la liste des médicaments biologiques. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, l'interchangeabilité. Voilà. Ce traitement, bien sûr, il doit être décidé entre le médecin et le patient. Ça, c'est un élément important dans la discussion. Je vous remercie.